retracer le cadre général dans lequel peut s'exercer, doit s'exercer la liberté d'expression des dessinateurs de presse, mais également des journalistes de manière générale. Peut-on tout dire? Peut-on tout montrer? Peut-on rire de tout? Peut-on se moquer de tout? Existe-t-il un droit à l'impertinence, à la provocation, à la critique virulente, à la moquerie? Ces questions récurrentes et rhétoriques sont fréquemment posées lorsque l'on aborde la question de la liberté littéraire et artistique. Elles sont relayées par les médias à l'occasion d'affaires mettant en scène qui est un chanteur engagé, qui l'auteur d'un article satirique, qui l'auteur d'un roman engagé. Elles remettent systématiquement sur le devant de la scène la question de la censure. La censure, tout le monde s'accordera pour le dire, n'est pas chose nouvelle en France, loin s'en faut. Elle est omniprésente dans l'histoire de la littérature. Pensons à la censure dont on fait l'objet Ovide en Italie, du fait de son livre « De l'art d'aimer ». En France, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ou encore, en Russie, Tolstoï ou Baudelaire pour ses Fleurs du mal. Elle est également présente en matière de musique. L'Église catholique, en premier lieu, exerça un contrôle fort contraignant sur la diffusion de musique jugée immorale. Pensons au Diabolus in Musica, dans la musique baroque, pour ne retenir que cet exemple. Au XXe siècle, nombre d'artistes firent l'objet d'une censure. Les Beatles pour Lucy in the Sky with Diamonds, les Sex Pistols pour God Save the Queen, et en France, Brassens pour Le Gorille, ou Boris Vian pour Le Déserteur. L'actualité récente n'a pas non plus épargné le dessinateur de presse. Il suffit de penser aux caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo et qui ont suscité un vif débat entre ceux qui tentent de justifier l'existence d'une censure et ceux qui, au contraire, la rejettent en toute hypothèse, en toute circonstance. Il est alors difficile de trouver un équilibre, un juste milieu, une solution conciliatrice des divers intérêts en cause. Afin que chacun puisse se faire sa propre idée sur la question, je vous propose d'exposer les divers éléments juridiques qu'il convient impérativement d'avoir à l'esprit lorsque l'on s'interroge sur l'opportunité d'une censure en matière de presse, en matière de dessin de presse. De quelle liberté parle-t-on juridiquement lorsqu'on parle de liberté d'expression? Il ne faut pas, à ce stade, s'attacher particulièrement à la dénomination utilisée par les divers textes en la matière. En effet, on utilise couramment des termes tels que liberté d'expression, liberté de la pensée, liberté d'opinion, d'information, de communication, de la presse, des médias. Revenons à l'essentiel. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La liberté d'expression est par ailleurs définie par l'article 10, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris tel quel à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit, est-il proclamé, comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le Conseil constitutionnel rappelle d'ailleurs depuis 1984 qu'il s'agit d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés de la souveraineté nationale. De même, la Cour européenne des droits de l'homme, de son côté, considère que ce qui crée, interprète, diffuse ou expose une œuvre d'art contribue à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique. Et elle précise que la liberté d'expression protège également les informations ou idées qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population.
La liberté qui est ainsi consacrée est entendue de manière volontairement large, tant dans son champ d'application matériel que dans son champ d'application personnel. De telle sorte que toutes les formes d'expression bénéficient de cette liberté. Ceux qui créent, ceux qui interprètent, ceux qui diffusent ou exposent une œuvre, nous dit la Cour européenne. En raison de la nature fondamentale de la liberté d'expression, celle-ci fait l'objet d'une protection attentive et renforcée de la part tant du juge national, tant des juges nationaux que des juges européens. En France, par exemple, le Conseil constitutionnel s'assurera que les voix votées par le Parlement, par exemple la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle, ne portent pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Le juge administratif vérifiera de son côté que l'administration, notamment lorsqu'elle met en œuvre ses pouvoirs de police, ne porte pas d'atteinte illégale à la liberté d'expression, notamment, et on y reviendra, lorsqu'il s'agit de maintenir et de préserver l'ordre public. Dans quel cadre, et c'est le second temps de ce bref exposé, dans quel cadre la liberté d'expression s'exerce-t-elle en France? Il faut impérativement avoir à l'esprit qu'aussi large que soit le champ d'application de la liberté d'expression, celle-ci n'est pas absolue. Elle doit être conciliée avec d'autres impératifs de même valeur, principalement, et je pense que cela sera détaillé tout à l'heure, principalement le respect des droits d'autrui et le respect de l'ordre public. Si bien que tant le législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, que l'administration, sous le contrôle du Conseil d'État, peuvent être amenés à limiter ou restreindre la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme peut par ailleurs être amenée à contrôler les diverses restrictions apportées par un droit national à cette même liberté. Sans qu'il soit possible ici de développer ce point, on notera simplement que diverses conditions doivent être réunies afin que de telles limitations soient légalement adoptées. Elles doivent notamment être nécessaires et proportionnées. C'est en ce sens qu'a été adoptée, même si cette décision du Conseil d'État ne concernait pas la liberté de la presse, c'est ainsi, et dans ce contexte, qu'a été adoptée la très célèbre jurisprudence Benjamin du Conseil d'État. Nécessaire et proportionnée. Par ailleurs, la Cour européenne exige que les restrictions soient prévues par la loi, c'est-à-dire par des normes générales et impersonnelles, répondant à des exigences de qualité, à savoir l'accessibilité et la prévisibilité des règles qui imposent les restrictions. Or, ceci est très important en matière de journalisme, que cela soit pour les journalistes qui écrivent ou ceux qui dessinent, dans la mesure où la Cour européenne exige que, dans tous les États parties, les journalistes aient été en mesure d'apprécier les risques encourus lors de la publication d'un article ou d'un dessin. À défaut d'une telle prévisibilité, une sanction ne sera pas admise, une restriction ne sera pas admise par la Cour européenne. La formulation retenue par ces différents textes est juridiquement très importante. Elle signifie qu'en matière d'expression d'idées ou d'opinion, c'est la liberté qui est le principe premier et la réglementation, la limitation, qui est l'exception. Autrement dit, la liberté d'expression ne semble autoriser en France qu'un contrôle a posteriori du juge en cas d'abus constaté et non pas un contrôle a priori de la part des autorités administratives. On dit alors qu'en ce domaine, la France a institué un régime répressif d'exercice de la liberté d'expression et non pas un régime préventif. Si bien qu'au sens précis de ce terme, il n'existe pas juridiquement de censure préalable en France qui se manifesterait par un système d'autorisation préalable, seuls pouvant être sanctionnés les abus constatés a posteriori. Contrairement à ce que suggère le terme de répressif, il s'agit d'un régime plutôt libéral où la liberté est le principe. Seuls des juges indépendants
pourront en principe sanctionner les abus de la liberté d'expression, à la condition qu'un texte de loi ait préalablement défini clairement des infractions. La loi sur la presse de 1881 repose sur un tel système, même s'il connaît aujourd'hui un certain nombre d'exceptions. Cette loi met donc en place un régime dit répressif, c'est-à-dire fondé sur une absence de contrôle préalable des publications et la seule répression a posteriori des infractions prédéfinies par la loi pénale que les écrits publiés pourraient contenir. Selon Barbier, qui était l'un des premiers commentateurs de la loi de 1881, je le cite en résumé, « Point de mesure préventive et répression des seuls actes qui réunissent tous les caractères des délits de droit commun, tels sont les deux principes qui servent de fondement à la liberté de la presse et tels sont ceux auxquels la loi de 1881 a voulu donner une pleine consécration. » Il a toutefois longtemps existé des régimes dérogatoires, des régimes préventifs, des régimes instaurant des systèmes d'autorisation préalable. Et le plus connu d'entre eux était le régime des publications étrangères. Le décret-loi du 6 mai de 1939 permettait en effet au ministre de l'Intérieur de prononcer l'interdiction d'une publication de provenance étrangère. Ce texte a dû être abrogé après que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le système répressif sur lequel repose le droit de la presse est donc tout entier fondé sur cet article 11 que l'on a évoqué tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout citoyen est libre d'écrire, d'imprimer, de parler librement. La liberté est d'abord reconnue, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel et juge encore inconstitutionnel tout système d'autorisation préalable des publications. Comme le note professeur Waxman, ce principe de liberté n'exclut pas l'institution de formalités propres à renseigner les autorités ou les tiers sur l'identité des personnes éventuellement responsables des abus auxquels peut donner lieu la diffusion de tel article ou de tel dessin. L'article 5 de la loi, d'ailleurs, de la loi de 1881, renouvelle ainsi à propos de la presse périodique le principe de la liberté. Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par l'article 7. Un système de déclaration préalable, certes, un système d'autorisation préalable, non. La conséquence principale qu'il convient de retirer de ce système est que la répression des abus commis dans l'exercice de la liberté d'expression en matière de presse doit notamment normalement se faire a posteriori, après qu'a eu lieu la diffusion de l'écrit ou du dessin, et sous la protection des garanties procédurales et des garanties fondamentales liées à l'intervention de l'autorité judiciaire. Existe-t-il des limites au système répressif en matière de liberté d'expression? On doit relever l'existence d'hypothèses dans lesquelles, aujourd'hui encore, des mesures préventives peuvent parfois être adoptées. Il en va ainsi en matière de police administrative, dont l'exercice en vue de préserver l'ordre public permet d'adopter des mesures qui pourront être considérées comme préventives. Dans certaines circonstances, en effet, l'autorité de police va pouvoir imposer de telles restrictions. Mais seules des circonstances graves peuvent ainsi justifier l'intervention préventive de l'autorité administrative. Des circonstances graves exceptionnelles, diront certains. C'est ce que rappelle la célèbre décision du tribunal des conflits du 8 avril 1935, l'affaire Action française, qui sanctionne la saisie ordonnée par le préfet de police à l'encontre du journal L'Action française au lendemain des événements du 6 février 1934, qui avait, selon le juge, revêtu une généralité excessive et de ce fait n'avait pas été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public. En effet,
Une des mesures préventives susceptibles d'être adoptées par une autorité de police consiste en la saisie des publications. Mais comme l'exprimait Marcel Valline en 1935, après l'adoption de la décision Action française, la saisie doit être limitée strictement aux hypothèses où la mise en vente du journal crée directement un risque grave de trouble pour l'ordre public, et ceci à la fois dans l'espace et dans le temps. La saisie est illégale lorsqu'elle est faite dans des lieux où les excitations de presse ne risquent pas de pousser les citoyens à troubler l'ordre, en raison par exemple de l'éloignement de ces lieux. Elle est encore illégale si elle est faite à un moment où ces excitations ne risquent plus de provoquer des désordres, le calme étant, dans l'intervalle, revenu dans les esprits. De tels commentaires laissent à réfléchir dans le contexte que l'on connaît. Notons enfin que, à côté des mesures de police administrative générale, certaines polices spéciales ont été instaurées qui permettent d'adopter des mesures préventives en matière de liberté d'expression des journalistes ou des dessinateurs de presse. Il en va ainsi en matière, et c'est peut-être le dernier exemple qui existe encore, de régime préventif général en matière de publication à destination de la jeunesse. Selon la loi du 16 juillet 1949, le ministre de l'Intérieur peut interdire de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de 18 ans des publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Pour conclure ces trop brefs propos, la liberté d'expression en matière de presse semble donc, si ce n'est cette dernière exception que je viens d'évoquer sur les publications à destination de la jeunesse, s'inscrire dans un système que l'on pourrait encore aujourd'hui qualifier de libéral, et selon lequel la liberté est bien le principe et la réglementation de police l'exception. Elle trouve en la Cour européenne des droits de l'homme un défenseur particulièrement vigilant et zélé, qui a su convaincre la France, par exemple, d'abandonner son système préventif en matière de publications étrangères. Si bien que dans ce cadre général, ce n'est pas tant la censure politique, la censure publique qu'il faudrait craindre le plus, que d'autres formes de censure, telles l'autocensure, en réaction à certaines entreprises d'intimidation. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour européenne est d'ailleurs assez instructive, puisque la Cour impose aux États parties de protéger la liberté d'expression contre toutes les atteintes qui peuvent lui être portées par d'autres personnes, notamment en cas de menaces ou d'intimidation contre les journalistes. Je vous remercie.